Salut à tous et bienvenue dans ce 19e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai déjà abordé sous différentes formes, mais là j'avais envie de prendre un angle différent. Je sais qu'il y a bon nombre d'entre vous qui me découvrent justement parce que vous êtes en pleine phase de lancement, c'est-à-dire que là vous avez découvert un petit peu l'univers du business en ligne, vous avez trouvé ça génial comme moi j'ai trouvé ça génial quand je l'ai découvert, mais vous savez pas trop comment vous y prendre en fait pour lancer votre business. Et souvent c'est là en général que ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que c'est là où il y a une espèce de petite sélection naturelle qui se fait et où on voit qu'il y a des personnes qui se lancent et qui abandonnent en cours de chemin et d'autres qui se lancent et qui s'installent sur du long terme. Donc l'objectif que j'ai ici avec ce podcast, c'est de vous donner en fait un plan d'action. Un plan d'action que vous pouvez suivre plus particulièrement si vous êtes en pleine phase de lancement justement et que là vous dites ok, bon ça y est, j'ai regardé assez de contenu comme ça, je me suis assez formée comme ça, c'est maintenant ou jamais, il faut que je me lance, il faut que je mette en place un plan pour vivre de mon business et bah, c'est le sujet du jour. C'était la pire phrase du monde, mais si on peut avoir des circonstances atténuantes, j'enregistre ce podcast en pleine canicule, donc vous m'excuserez. À la base, pour tout vous dire, ce podcast, quand j'ai choisi le sujet, j'avais pas réalisé en fait que finalement c'est un petit peu ce que j'ai fait. Parce que vous le voyez là, je vais vous expliquer comment lancer et rentabiliser surtout un business en 3 mois. C'est pas juste le lancer, c'est aussi comment faire en sorte pour que d'ici 90 jours, donc 3 mois, ça nous rapporte de l'argent. Et quand j'ai commencé à faire le script de ce podcast pour avoir quand même une ligne directive, bref, de savoir à peu près de quoi j'allais vous parler, je me suis rendu compte qu'en réalité c'était plus ou moins ce que j'avais fait avec Wonder Whale Queen. Alors, j'ai pas mis 3 mois avec Wonder Whale Queen, j'ai mis 4 mois à commencer à le rentabiliser et au début ça a été un petit peu plus houleux, c'est-à-dire que le premier mois ça a été rentabilisé, le mois d'après, on va en reparler un petit peu plus tard dans le podcast, j'ai rien sorti du coup, ça s'est redescendu et après c'est remonté quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Du coup, en fait ici, je vais même pas vous donner un plan random sorti de nulle part, je me suis dit que c'était tellement plus pertinent finalement de vous expliquer comment en fait j'avais fait pour lancer Wonder Whale Queen en si peu de temps, parce que je sais que quand je fais des interviews ou quand j'en discute avec d'autres personnes, on me dit mais 4 mois du coup pour lancer son business et en vivre, c'est quand même assez une performance si on peut dire ça comme ça. Il y a des gens qui galèrent pendant des années etc. Et c'est vrai que moi en quelques mois seulement ça me rapportait déjà de quoi vivre et ça s'est très très vite stabilisé une fois que j'ai compris ce que je m'apprête à vous expliquer dans ce podcast et que du coup j'ai pris un peu une vitesse de croisière, si on peut dire ça comme ça. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous expliquer comment je réorganiserai ça pour ne pas perdre le temps que j'ai pu perdre à mes débuts et aussi pour le faire en 3 mois et pas 4, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc ici dans ce podcast, je vais vous donner un plan d'action jour par jour, plutôt par dizaines de jours parce que c'est plus simple à vous expliquer, par dizaines de jours sur quelles sont les différentes étapes justement que vous devez suivre si vous voulez lancer un business et faire en sorte que ce business vous rapporte de l'argent dans les 3 mois. Donc, on va attaquer tout de suite et avant d'attaquer tout de suite, il faut quand même que je vous fasse un petit disclaimer, c'est que bien entendu là, comme je vous l'ai dit, je pars de mon expérience, je pars de comment moi j'ai fait, de mon business model. Mon business model à moi c'est l'infoprenariat, c'est-à-dire que c'est surtout basé sur la vente de formation plus que la vente de produits, plus que la vente de coaching. Donc à vous d'adapter en fonction de votre propre activité. Là je vous parle de mon expérience et aussi de ce que je ferais si je devais recommencer à zéro et si je devais ne pas perdre le temps que j'ai perdu. Parce que pour moi, on peut vraiment rentabiliser un business en plus rapidement en tout cas que ce que j'ai fait, parce que avec le recul, je me rends compte des moments où en fait j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Là, on est vraiment sur un plan direct, avec juste les trucs les plus essentiels, avec les techniques que j'aurais aimé mettre en place dès le départ et j'espère que ça va vous servir plus particulièrement si vous êtes actuellement en pleine phase de lancement. Aussi, j'en profite pour vous dire que cette semaine, à la fin de la semaine, donc dimanche prochain, je supprime définitivement ma formation Voie Royale où je vous explique justement comment mettre en place la loi de Pareto quand on lance un business, c'est-à-dire comment faire en sorte de pouvoir lancer un business en 1 heure par jour pendant 3 mois tout en fait appliquant uniquement les 20% d'actions qui nous apportent 80% des résultats. Donc cette formation elle sera définitivement supprimée dimanche. Si elle vous intéresse, elle se trouve dans la barre de description et comme elle rejoint le sujet du jour, je me permets de vous le rappeler pour que vous ne manquiez pas ça parce qu'après elle ne sera plus jamais disponible. Maintenant que c'est dit, on va attaquer avec notre petit programme. Donc on commence de J0 à J+10. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la première étape? C'est quoi la première pierre, la première action?
Pour moi, cette première phase, c'est vraiment la phase de brainstorming. Et de brainstorming et d'identité visuelle. Donc encore une fois, attention, là je m'appuie sur moi, hein, n'oubliez pas qu'il faut l'adapter en fonction de vous, de comment vous fonctionnez, etc. Mais de manière générale, ça va être la phase où, donc bien sûr, je vais réfléchir aux idées de blog, au positionnement que je vais adopter, aux problèmes que je vais résoudre, aux personas que je vais viser, etc. Mais quelque chose peut-être un petit peu particulier, c'est que moi j'aime bien grouper cette phase de brainstorming avec la phase d'identité visuelle. Pour moi, vous le savez, l'identité visuelle, c'est vraiment quelque chose de très très important dans le branding. C'est important que visuellement on nous reconnaisse, c'est important de visuellement être différent des autres. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai une idée de blog, à chaque fois que j'ai une idée de projet, etc., dans ma tête, ça se débloque pas complètement tant que j'ai pas réussi à trouver une identité visuelle à adopter à ça. Je trouve ça très important, à mon point de vue, encore une fois, de le faire en même temps que le brainstorming, on va trouver l'idée de blog de base, etc. Parce que l'identité visuelle, c'est aussi très très fort quand on y intègre une symbolique forte, justement. Quand vous créez un produit, vous pouvez, un blog, un site web ou n'importe quel projet web, si jamais vous arrivez à avoir une identité visuelle différente des autres, avec une métaphore, avec une symbolique dans les visuels, bah c'est beaucoup plus intéressant, de mon point de vue, encore une fois, de brainstormer et de créer l'identité visuelle en même temps. Pour moi, les deux sont intimement liés. Du coup, les 10 premiers jours, ce que je ferais, c'est ça, et c'est aussi ce que j'ai fait pour Wonder Whale Queen, hein. Même si ma charte graphique a évolué par la suite, moi je suis tout de suite partie dans l'idée de ok, je veux que ça s'appelle Wonder Whale Queen. Y a pas autre chose, c'est Wonder Whale Queen. Je savais que au moins je voulais Queen dans le nom, et du coup j'ai aussi brainstormé un petit peu dans cette direction-là pour justement que ça prenne sens, que j'arrive pas comme un cheveu sur la soupe avec un nom qui n'a rien à voir, et que je puisse expliquer aussi pourquoi j'avais choisi ce titre-là. Donc déjà moi je pense que la première étape c'est ça, et je considère encore une fois que c'est important en fait de réfléchir à l'identité visuelle tout en brainstormant l'idée de base de son projet. Donc pour récapituler, de J0 à J+10, vous cherchez votre positionnement, vous cherchez le sujet que vous allez aborder, le problème que vous allez résoudre, et très important aussi, vous définissez au moins les contours de votre persona, c'est-à-dire que vous dites ok, je vais créer un blog, je sais pas, sur le sport, sur le fait de faire du sport à la maison, et je vise plus particulièrement les personnes qui sont dans tel cas de figure, par exemple les femmes enceintes, ou alors voilà, les entrepreneurs qui veulent faire du sport à la maison, et dont je ne fais pas partie. Bref, vous voyez, vous choisissez déjà un angle, en tout cas, une direction à adopter, et en même temps, si ça vous est possible, ou si ça vous inspire, encore une fois, chacun a sa propre manière de faire, vous choisissez globalement quelle identité visuelle vous voulez pour vous représenter, quel branding vous voulez plus ou moins adopter. Vous dites, voilà, par exemple, je vais créer un blog sur le sport, je veux que ça s'appelle, je sais pas, j'ai pas d'idée de blog sur le sport... Voilà, je veux que ça s'appelle Soleil Fitness, mon dieu, heureusement que j'ai pas sorti un vlog sur le sport, Soleil Fitness, et je veux que sur mon identité visuelle, il y ait des petits soleils, que voilà, ce soit un rappel à la joie de vivre, etc. Vous voyez, on peut construire comme ça l'identité de marque, en fait, en trouvant l'idée. C'est-à-dire que là, si je prenais un soleil pour Soleil Fitness, pour des gens qui veulent faire du sport à la maison, je me dirais, ah, un truc intéressant à développer, une valeur importante à mettre en avant, justement, dans mes contenus, dans ma manière de présenter mon sujet, etc. C'est ce côté, le sport ne doit pas être une souffrance, ça doit être une source de bonheur. Du coup, j'ai envie de mettre des petits soleils qui sourient partout. La deuxième étape, bien sûr, ça sera l'installation du site. Parce qu'une fois qu'on a une identité visuelle en tête, c'est bien en fait de faire le site directement derrière, parce que du coup on peut plus facilement agencer, garder nos idées, on peut peut-être aussi un petit peu modifier l'identité visuelle. En fait, moi je trouve ça important comme étape, et c'est souvent dans cet ordre-là que je fonctionne quand je crée des blogs ou des sites ou ce genre de trucs, parce que ça me permet en fait d'avoir une base opérationnelle pour mon projet. Le fait d'avoir le site installé, même si on parle pas du tout des articles là, on parle vraiment juste du design, de l'installation de WordPress, etc. Ça me permet d'y voir plus clair et de me projeter un petit peu dans ce projet. Donc bien sûr, je vais créer quelques pages en même temps, donc la page d'accueil, la page à propos, la page contact, la page des mentions légales, etc. Je vais m'assurer que tout ça, c'est plus ou moins opérationnel. Par contre, je tiens quand même à vous dire que c'est aussi parce que je fonctionne de cette manière-là que je me suis retrouvée à commander plein de noms de domaine que j'ai jamais utilisés. Parce que parfois, quand j'ai une idée, je me dis, allez, vas-y, je suis chaude patate, je vais lancer le truc, etc. Il y a eu plein de blogs comme ça, enfin plein, j'exagère. Il y en a, ouais, entre 2 et 5, je dirais, plus 2 que 5, mais il y en a quelques-uns comme ça que j'ai créé le site, tout était installé, tout était ok, mais quand j'en suis arrivée au moment où je voulais le lancer, je me suis dit ouais non, finalement ça me tente pas. Parce que moi je fonctionne vachement de manière instinctive. Si j'ai envie de lancer un truc, je vais pas me poser la question 500 ans, je vais le lancer direct quoi.
Donc c'est un risque à prendre, mais moi j'aime bien faire l'installation du site une fois que j'ai eu mon idée et avant même de penser à quoi que ce soit d'autre. Donc une fois que ça c'est fait, on passe à la phase numéro 3, donc ce qui passe de J+20 à J+30. Cette fois-ci c'est quelque chose qui est pour le coup encore plus important que la création du blog. Même moi j'ai tendance à vous le dire, en fait c'est même plus important d'avoir ça que d'avoir un blog. On peut se passer d'un blog, mais on ne peut pas se passer de l'étape que je vais vous donner ici, et cette étape bien sûr c'est l'installation de votre newsletter, l'installation de votre auto-répondeur. Je pense vraiment qu'on peut se passer d'un blog, si jamais on a une chaîne YouTube, si jamais on a un podcast, un autre format en fait, pour délivrer de la valeur, pour donner du contenu, etc. On peut se passer du fait d'avoir un blog, mais la newsletter c'est vraiment la composante qu'on retrouve dans tous les business. Parce que voilà, on a fait plein de podcasts là-dessus, plein de vidéos où je vous ai expliqué ce concept selon lequel l'argent est dans la liste. L'étape la plus importante, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment d'avoir une newsletter opérationnelle. Pour moi, ce serait une erreur que de lancer un blog si on n'a pas de newsletter opérationnelle. La newsletter doit être prête avant tout le reste, avant même l'installation du site, etc. En vrai, c'est ça le plus important. Moi, je sais que je fonctionne un petit peu différemment, je préfère installer le site pour avoir ma base, mais la newsletter est encore plus importante que ça, donc vraiment, c'est une étape qu'il faut pas sauter. J'en profiterai aussi du coup pour créer un sondage, donc un sondage que je mettrai sur la page de remerciement de l'inscription à la newsletter pour pouvoir commencer à récolter des informations sur les personnes qui me suivent, et bien entendu pour que cette newsletter soit opérationnelle, je créerai un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau à offrir à l'inscription pour donner envie en fait aux gens de s'inscrire et de ne pas juste avoir à leur dire voilà inscrivez-vous à ma newsletter parce que c'est un peu tristounet. A noter ici que je vous laisse des fenêtres de 10 jours pour structurer cette vidéo, mais pour moi la création du lead magnet elle doit prendre 1 à 2 jours grand maximum, parce qu'il faut pas oublier que c'est un cadeau gratuit. C'est pas quelque chose de payant, c'est pas quelque chose qui nécessite énormément de temps en fait à la création, ça reste un cadeau gratuit quoi, donc ne perdez pas trop de temps à créer vos lead magnets, ne perdez pas trop de temps justement à vous concentrer là-dessus, parce que vous allez perdre beaucoup de temps pour quelque chose qui en vaut peut-être pas autant la peine que ça. Un bon lead magnet, c'est pas forcément un lead magnet qui est long, c'est juste quelque chose qui est efficace, qui est bien pensé et qui est irrésistible, qu'on a envie en fait de télécharger tout simplement. On passe maintenant à la phase 4 qui intervient du coup à peu près 1 mois après le démarrage, l'idée, etc. On a le temps de tout bien installer, la newsletter, le site, etc. Donc là on est de J+30 à J+40. Ce qu'on va faire c'est planifier le lancement du blog. On va décider d'une date à partir de laquelle ce sera le lancement officiel du blog, où on va commencer à en parler, on va commencer à le promouvoir, etc. etc. Aussi, moi ce que je vous recommande de faire pendant cette phase-là, et moi ça m'avait pas mal aidé quand je me suis lancée, mine de rien, c'est d'interviewer en fait des personnes qui sont dans votre thématique et qui vous intéresse ou voilà que vous trouvez pertinent d'inviter en fait chez vous. Quand je me suis lancée, j'ai pas fait énormément d'interviews, mais j'en ai fait quelques-unes, et c'est vrai qu'à chaque fois, non seulement c'était très enrichissant pour moi, parce que du coup je voyais des personnes que j'admirais beaucoup, je discutais avec eux, etc. Ils avaient systématiquement de la valeur à apporter à mon audience, mais en plus de ça, souvent, très naturellement, on va venir partager l'interview qu'on a fait chez un tel ou une telle. Du coup, forcément, moi ça m'a permis d'attirer des personnes qualifiées vers mon contenu. Donc je pense que c'est une très bonne stratégie quand on commence, quand on démarre de nulle part, qu'on n'a pas d'audience, qu'on n'a personne à qui parler, de commencer à interviewer en fait tout simplement les blogueurs ou les youtubeurs ou les podcasteurs qui sont dans la même thématique que nous, parce que ça va nous donner une certaine visibilité, et pas n'importe quelle visibilité, puisque ce sera une visibilité très ciblée. Bien sûr, vous n'allez pas interviewer des gens random comme ça, vous allez interviewer des personnes qui sont déjà installées dans votre thématique, comme ça, du coup, ça vous attirera des personnes qui sont déjà intéressées par la thématique en question. Aussi, ce que je ferai pendant cette phase-là, c'est de commencer à mettre en place tout ce qui est promotion sur les réseaux sociaux, parce que même si on fait du SEO, le SEO, ça prend quelques mois à s'installer, donc on peut pas compter là-dessus dès le lancement d'un blog, encore moins si on est sur une stratégie 3 mois, là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un compte sur chaque réseau social, donc tous, sans exception, pas pour autant de tous les alimenter, c'est pas ce que je dis, mais au moins vous avez un compte sur chaque. Et vous pouvez du coup sélectionner ceux sur lesquels vous voulez concentrer vos efforts. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, on est en août 2020, ce que je recommande en termes de réseaux sociaux pour quelqu'un qui vient de lancer un blog, ou une chaîne, ou quelque chose comme ça, ce serait Pinterest, Facebook et éventuellement Instagram. Mais tout le reste, pour moi, n'a aucun intérêt. Après, c'est encore une fois mes statistiques, mais c'est des choses qui me rapportent pas beaucoup de visites, pourtant j'ai quand même des articles qui sont publiés dessus, mais c'est moins intéressant en tout cas que ce que peuvent m'apporter Pinterest, Facebook et Instagram, et je les mets vraiment dans cet ordre-là.
Pinterest en premier, Facebook en deuxième, Instagram en troisième. Aucun de ces trois-là n'est obligatoire, qu'on s'entende. Si vous n'aimez pas Pinterest, n'allez pas sur Pinterest. Si vous n'aimez pas Instagram, n'allez pas sur Instagram. Ne perdez pas de temps avec des choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous plaisent pas, parce que vous allez encore une fois vous créer... voilà, à la base on crée un business pour être bien, pas pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc s'il y en a un des trois, ou même les trois qui ne vous conviennent pas, trouvez une autre solution. Il y a 50 milliards d'autres solutions, mais... ne vous forcez pas à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, fallait juste que je dise ça. Aussi, ce que je ferai pendant cette phase, donc J+30 à J+40, c'est que je commencerai à faire un calendrier éditorial, c'est-à-dire que je vais planifier les articles, les vidéos, les podcasts, etc. que j'aurai envie de sortir sur les 3 prochains mois, sur un vrai calendrier, puisque du coup, j'aurai ma date de lancement de blog officiel, et je pourrais me dire, voilà, là j'ai décidé de lancer tel ou tel article. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pendant cette phase-là de commencer à demander des interviews, parce que du coup, vous allez commencer à avoir des réponses et vous allez pouvoir vous dire, ok, alors tel jour je sors l'interview d'un tel jour je sors l'interview de machin truc. Du coup, vous pouvez commencer vraiment à planifier vos contenus et vous pouvez même peut-être commencer à prendre de l'avance sur vos articles. Je vous le répète souvent, c'est très très important de prendre de l'avance sur vos contenus pour pouvoir ne pas créer en fait dans l'urgence, pour pouvoir avoir cette liberté de vous dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire un article, allez, je fais un article. Et de ne pas vous dire, oh là là, il faut absolument que je fasse mon article parce qu'il sort demain et là c'est le dernier jour du dernier jour. Vaut mieux créer en étant zen plutôt que créer dans l'urgence. Donc moi je vous recommande vraiment de faire ça. Et aussi au niveau du rythme à choisir pour le calendrier éditorial, je vous recommande vraiment de commencer par un contenu par semaine avant d'augmenter la cadence. L'idée c'est pas de publier 50 contenus pendant un mois et après d'être complètement explosé, c'est de tenir sur le long terme, hein, même si on est sur un lancement éclair. Je pense que c'est important quand même d'avoir voilà, une certaine marge en fait si on n'a pas envie, etc. Après, bien sûr, moi, j'ai tendance à penser aussi que plus on publie et plus les gens ont de raison de consulter notre contenu. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est au lieu de faire qu'un article par semaine, si vous sentez d'attaque à faire plus, hein, mais un par semaine, c'est le plafond minimum, ce serait d'en faire éventuellement 2 voire 3 pour justement commencer à bien alimenter votre blog. Mais ne vous fixez pas ça si vous ne vous sentez pas trop chaud patate, si vous avez l'impression que ça va être dur, que voilà, va falloir tenir le rythme. N'allez pas au-delà de vos capacités, parce que c'est le meilleur moyen en fait d'abandonner, de baisser les bras après. Alors vraiment, contentez-vous du minimum pour commencer et augmentez la cadence une fois que vous aurez pris vos marques. Quelque chose aussi d'important à tenir compte, c'est que vu que là, ça va être une phase où vous allez pouvoir commencer à rédiger vos premiers articles, etc., gardez en tête une chose importante, c'est que chaque article doit avoir un appel à l'action dedans. C'est-à-dire que chaque article que vous allez publier doit avoir un but, doit rediriger quelque part. Là, à la phase où on en est, la phase 4, on n'a pas forcément voilà, de produits encore qui sont créés à promouvoir, etc. Par contre, on a quelque chose qu'on a créé à l'étape précédente, c'est notre lead magnet. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que pour ces premiers jours, pour ces premiers articles, etc., vous allez directement, à chaque fois, faire un appel à l'action vers votre lead magnet, en disant cet article t'a plu, voilà, si ça t'intéresse, il y a tel cadeau qui est rattaché au thème de l'article que tu peux télécharger. Et comme ça, vous allez commencer à remplir votre mailing list. Et encore une fois, la mailing list, c'est vos prospects, vos clients, c'est vraiment le cœur de votre business, donc il faut vraiment pas le négliger. On passe maintenant à l'étape numéro 5, donc de J+40 à J+50, et là du coup pour moi c'est le moment du lancement officiel de votre blog. Donc là vous allez voilà, commencer à prendre vos rythmes, commencer du coup à vraiment attaquer à fond sur les réseaux sociaux, rediriger les gens vers votre mailing list plutôt que vers vos articles, hein. Pensez bien à faire tout le temps la promotion de votre lead magnet, parce que ce qui vous intéresse c'est pas d'avoir des lecteurs, c'est pas d'avoir des gens qui regardent vos vidéos, c'est d'avoir des inscrits à votre liste. C'est comme ça qu'on monétise un blog. N'ayez pas peur de rabâcher, de dire aux gens n'oubliez pas, il y a ci, il y a ça, parce que vu que vous êtes dans une démarche où vous allez faire grandir votre audience, c'est fort probable en fait qu'il y ait plein de gens qui vous découvrent au début et qui soient pas au courant tout simplement que vous proposez ce lead magnet. Donc pensez à le rappeler au maximum, même si vous avez peur que ça saoule les gens, ça reste des posts sur les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux c'est aussi un peu fait pour ça, donc il faut pas trop paniquer là-dessus. Et moi pendant cette semaine, ce que je ferai, c'est que je concentrerai tous mes efforts à ce que tout le monde entende parler de moi. C'est-à-dire que encore une fois, c'est ma technique, hein. C'est pas forcément la meilleure de toutes, mais moi je fonctionne comme ça et j'ai fonctionné comme ça avec Wonderwell Queen, c'est que du coup moi je publiais partout en fait. Quand je me suis lancée, je partageais tous mes articles dans des groupes Facebook, donc on me voyait partout sur Facebook, littéralement. Sur Instagram pareil, tous les jours je postais des trucs, donc on me voyait tout le temps sur Instagram.
Twitter, je m'en suis pas occupée, enfin tous les autres je m'en suis pas occupée, et à l'époque Pinterest n'était pas encore voilà, le Pinterest qu'on connaît, mais j'essayais en fait d'avoir un maximum de présence sur tous les réseaux sociaux qui pouvaient me rapporter du monde. Je vous dis souvent que j'aime pas les réseaux sociaux parce que c'est une technique à court terme, sauf que là on est dans une démarche de lancement et le SEO n'a pas encore fait effet. Du coup la meilleure solution pour attirer du trafic au début, pour moi ça reste quand même les réseaux sociaux parce que ça permet d'avoir, certes sur du très court terme, mais ça permet d'avoir beaucoup de trafic dès le départ. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Mais ça vous permet en tout cas d'attirer vos premiers prospects et je pense que c'est très très important. On dirait que je vous ai crié dessus là, mais vous comprenez que du coup... En fait, je dis ça parce que je me souviens, et ça m'arrive souvent aussi de voir des des commentaires, des messages, etc. qui vont dans ce sens-là, que les gens s'étonnent en fait de ne pas avoir de trafic, de ne pas avoir de prospects, de ne pas avoir de personnes qui découvrent ce qu'ils font, mais ils font aucune promotion, en fait, il y a aucun moyen en fait de les découvrir ces gens-là, et c'est quand même dommage. Je pense que justement là, vous avez 10 jours pour faire en sorte que les gens sachent qu'il y a un nouveau blog qui est sorti, que les gens sachent qu'il y a un nouvel acteur dans la thématique qui vient d'apparaître, que c'est vous et que vous avez pas mal de choses à partager avec eux. On passe à l'étape 6, donc là on est à J+50, J+60, donc là vous allez atteindre un petit peu votre vitesse de croisière, donc vous allez avoir vos articles qui sont publiés, les gens qui commencent à arriver, etc. Et pour moi là c'est le moment où il faut commencer à travailler sur vos offres, parce que si on veut rentabiliser un business, il faut vendre des trucs, c'est pas un scoop. Du coup, ce que je ferai moi pendant cette période-là, c'est que je créerai pour commencer une offre de coaching. Alors à titre personnel, je suis pas très fan du coaching, mais j'en ai fait quand je me suis lancée, et je suis forcée de vous conseiller ça parce que le coaching c'est l'un des seuls trucs où vous avez pas forcément une grosse préparation en amont à faire, parce que on dit coaching mais en réalité c'est plus du consulting, du conseil, etc. Mais le coaching du coup c'est en fait vous qui aidez personnellement quelqu'un, donc vous n'avez pas forcément besoin de contenu, de ressources, etc. Vous avez juste besoin de temps et de pouvoir vendre ce temps finalement. Donc bien sûr je vous conseille quand même de travailler un petit peu votre offre de coaching, de pas arriver en mode YOLO, coucou, réserve 30 minutes d'appel avec moi sans savoir quoi dire aux gens. Ayez quand même une base, une structure, etc. Et justement pendant les 10 jours ici de la phase 6, donc de J+50 à J+60, c'est le moment justement de travailler sur votre offre coaching, de voir ce que vous pouvez proposer comme conseil, comme aide aux personnes qui vous suivent, et ça va vous permettre peut-être de décrocher vos premiers clients. Je suis pas très fan du coaching, mais c'est vrai que le coaching, ça présente l'avantage de pouvoir être pricé plus cher, c'est-à-dire que vous pouvez vendre du coaching beaucoup plus cher qu'une formation, vu que c'est un service qui est personnalisé, où vous mettez du temps, où vous êtes là en personne pour la personne. Du coup, c'est quelque chose qui peut vous permettre très facilement, finalement, de vivre de votre activité en faisant peu de ventes. C'est-à-dire qu'il y a des coachings qu'on peut vendre à 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, même pour certaines personnes. Donc, avec ces tarifs-là, vous doutez bien qu'on n'a pas besoin de faire 50 ventes, quoi. Il suffit d'en faire une ou deux et c'est bon, on est rentabilisé si vous voulez. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à lancer et je pense que ça peut en valoir la peine de le faire en premier. Ensuite on passera à la phase 7, donc J+60 à J+70, et là moi ce que je vous recommande de faire, surtout si vous êtes dans une approche infopreneur comme moi, c'est de créer et de lancer un micro-produit. Qu'est-ce que j'appelle un micro-produit ? Un micro-produit, c'est un produit que vous allez pouvoir vendre entre 10 et 30 euros maximum. Ça peut être un e-book, un mini-cours, une toute petite formation, une vidéo exclusive ou ce genre de truc. Bref, ça va être un petit produit d'appel qui fait que, vu que c'est pas très cher, les gens vont pas hésiter autant que pour une formation à 300 euros par exemple. Là, on va être sur une formation, enfin sur un produit, sur une offre qui est à petit prix, du coup les gens vont moins hésiter en fait à acheter, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant quand on sort de nulle part et qu'on vient de lancer son activité. Je vais vous dire pourquoi. En général, quand on veut acheter quelque chose chez quelqu'un, même vous, on va avoir du mal en fait à lâcher comme ça 1000 euros dans un coaching chez quelqu'un qu'on connaît pas, ou 200 euros chez quelqu'un, dans une formation de quelqu'un qu'on connaît pas. Ça va être beaucoup plus rassurant pour beaucoup de personnes de prendre un premier produit moins cher. Donc on préfère mettre 10 euros voilà, chez machin qu'on connaît pas pour voir un petit peu la qualité de son contenu plutôt que de tout de suite lui donner 200 euros. Et ça va permettre justement aux gens de voir quelle est la qualité de votre travail. Et moi je sais que j'ai 2 micro-produits comme ça sur mon blog, c'est 2 mini-cours, il y en a un sur le trafic qualifié et un sur la rédaction d'articles optimisés. Ces 2 mini-cours, ça a été la porte d'entrée pour pas mal de mes clients, mine de rien. C'est-à-dire que j'ai des clients qui m'ont d'abord acheté le mini-cours à 10 euros, donc là-dessus, je vous le cache pas qu'entre l'URSSAF, tout ça, ça me rapporte vraiment pas grand-chose, mais en tout cas, ces gens-là ont acheté ce produit-là, et ils ont vu en fait la qualité de ce qui était proposé, ils ont vu comment je m'exprimais, comment je pouvais présenter mes produits, mes formations, etc. Et forcément, ça les a beaucoup plus rassurés après de se dire, je vais prendre la formation à 200 euros, parce que de cette manière-là, ils avaient déjà un avant-goût un petit peu de ce que je pouvais proposer de manière payante. Donc je pense que c'est une stratégie qui peut être très intéressante quand on démarre de zéro, qu'on n'a pas encore d'audience ou pas encore beaucoup d'audience, que de commencer par un petit micro
micro-produit. Et bien sûr, je le rappelle, à chaque fois que vous faites un lancement de ce type-là, pensez bien à en parler dans vos articles, à en parler sur vos réseaux sociaux, à en parler partout. Donc là, quand vous allez lancer et créer votre micro-produit, il faut que tous les articles que vous allez publier parlent de ce micro-produit, ou redirigent au moins à la fin vers le micro-produit dont il est question, parce que sinon les gens peuvent pas savoir qu'il existe, malheureusement. La phase numéro 8, c'est du coup de J+70 à J+80. Là, pour moi, c'est le moment où ça peut être intéressant de créer une vraie formation. Parce que comme je l'ai dit, déjà, les gens vous ont acheté des micro-produits. Donc déjà, ils ont un aperçu de ce que vous avez dans le ventre, dit grossièrement parlant. Et surtout, ça fait depuis à peu près 50 jours que votre sondage, il est opérationnel avec votre newsletter. Donc vous avez pu récolter des informations avec ce sondage, et du coup, vous connaissez mieux votre audience. Vous voyez quels sont les sujets qui marchent, quels sont les sujets qui marchent moins bien, etc. Du coup, je pense que là, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à attaquer et à créer un plus gros programme que le micro-produit, donc une vraie formation. Donc moi, en général, j'avais découpé ça comme ça pour ma première formation. J'avais mis 5 à 7 jours pour créer ma première formation, et j'avais pris 1 ou 2 jours pour faire ma page de vente. Et ce que j'avais fait aussi pour ma première formation, alors ça n'a pas super bien marché dans mon cas, je vais pas vous mentir, mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui peut bien fonctionner si on s'y prend pas comme un pied comme moi. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais fait, c'est que pour ma première formation Instagram, j'avais contacté des blogueurs et des blogueuses dans ma thématique en leur disant, voilà, je t'offre ma formation Instagram, et en échange, tu me fais de l'affiliation pour sa sortie, qui est le temps. Et j'ai proposé à plein de gens qui ont pris avec plaisir la formation gratuite, mais qui n'ont pas fait l'affiliation derrière, donc c'est pour ça que je vous dis que je m'y suis pas très bien prise aussi, mais c'est une technique qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous faites de l'affiliation comme ça, que vous trouvez des personnes, du coup, qui vont promouvoir votre formation et toucher leur commission dessus, mais qui vont quand même la promouvoir, ça peut vous permettre de faire beaucoup plus de ventes, et en plus de ça, ça peut vous permettre d'augmenter en fait votre liste. Donc je pense que c'est une étape qui peut vraiment faire la différence, surtout si on part de zéro et qu'on n'a pas du tout d'audience. Et n'hésitez pas de contacter un maximum de personnes pendant cette période de préparation. Vous allez créer la formation, vous pouvez partager avec eux les modules si c'est nécessaire, et leur proposer une commission intéressante pour eux, donc de l'ordre à 30 à 50% par exemple, pour qu'ils aient quand même envie de promouvoir votre produit. Il faut voir aussi quelque chose ici, parce que je sais que souvent on est un peu chatouilleux à l'idée de donner 50% de commission à quelqu'un, c'est que si vous démarrez, vous avez 0 audience. Les personnes que vous allez contacter, c'est des gens qui ont déjà une audience, et vous allez juste leur verser une commission sur les ventes qu'ils vont vous faire. Donc c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'affiliation, vous auriez eu 0 au lieu de 50%, et en plus de ça, quand on pense sur du long terme, la personne, certes, vous lui donnez 50% sur la vente, mais derrière vous avez peut-être gagné un client récurrent, c'est-à-dire un client qui va revenir et qui va racheter vos prochains produits. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, et il faut pas non plus se laisser avoir par tous les a priori qu'on peut avoir autour de l'affiliation, même si moi c'est vrai que je suis pas forcément fan de cette manière-là de monétiser ou de promouvoir les produits. J'utilise très très peu d'affiliation, et mon programme d'affiliation est très très restreint, donc voilà. C'est pas forcément la technique que j'adopte aujourd'hui, mais quand je me suis lancée, j'ai adopté cette technique-là, et ça m'a permis quand même de toucher certaines personnes qui m'auraient peut-être jamais découvert si j'avais pas fait des partenariats avec certaines personnes, et si j'avais pas justement fait des partenariats d'affiliation. On passe à la 9e et dernière étape, donc de J+80 à J+90. Là, ça va être le lancement de la formation. Vous m'aurez comprise, tous vos articles, tous vos posts des réseaux sociaux vont parler de cette formation, rediriger à minima vers cette formation. Vous allez avoir tous vos partenaires qui vont en parler, etc. Et ce que je vous recommande de faire, c'est que pour marquer le coup, entre guillemets, c'est de faire une offre de lancement addictive, c'est-à-dire que vous allez faire une offre de lancement à laquelle on peut pas vraiment résister. Par exemple, vous allez vous dire, ok, pour les 5 premiers, je leur offre mon micro-produit, pourquoi pas, j'offre une séance de coaching pour le lancement, ou ce genre de choses. Faire une offre comme ça qui donne vraiment envie aux gens en fait de découvrir ce que vous avez à proposer, et du coup d'acheter votre produit pour vous assurer du coup de faire un maximum de ventes. Et encore une fois, là, il faut voir long terme. L'idée, c'est pas de faire une formation pourrie et de la vendre. L'idée, c'est de faire une bonne formation pour que les gens achètent cette première formation, donc ne pas avoir peur non plus forcément de la mettre au juste prix, hein. Mais au moins, quand les gens vont l'acheter, ils vont se dire « Waouh, ça, c'est une vraie formation, ça me plaît ». Et du coup, derrière, quand vous allez recréer d'autres produits, forcément, ça va fonctionner, parce que les gens auront déjà vu de quoi vous êtes capable. Et déjà, rien qu'avec la stratégie du micro-produit que vous avez faite juste avant, forcément, ils ont déjà un avant-goût. Donc ça va beaucoup les rassurer.
Je vous cache pas que ça, c'est vraiment le concept simple mais efficace. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit là, c'est des trucs qui marchent. C'est ce que moi j'ai mis en place en fait quand je me suis lancée. Il y a certaines choses que j'ai faites de manière un petit peu maladroite, un petit peu déconstruite, etc. parce que j'avais pas encore ce recul que je peux avoir maintenant quelques années après, mais ça fonctionne en fait. C'est simple, c'est efficace, c'est tout ce qu'on vous demande. En fait, j'ai l'impression que le plus dur finalement quand on lance son business, c'est de ne pas se noyer dans des détails sans intérêt. Je vois beaucoup de personnes qui me suivent et qui perdent un temps fou sur des choses qui n'ont aucun sens en fait. Alors que là, c'est vraiment le cœur du cœur de ce qu'il faut faire pour rentabiliser son business. Très sincèrement, avec ce plan-là, vous pouvez très rapidement vivre de votre activité. Moi, si ça a mis 4 mois, c'est parce que j'ai mis beaucoup plus de temps que ça à proposer mes premières offres, à proposer mes premiers coachings, à proposer mes premiers micro-produits, à proposer ma première formation même. C'est à partir du moment où j'ai commencé à lancer ma première formation que tout de suite, j'ai réussi à gagner l'équivalent de mon ancien salaire. Et suite à ça, en fait, ce qui m'a permis de maintenir tout ça sur le long terme, c'est de mettre en place un planning pour sortir régulièrement des offres. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite le 2e mois. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt dans le podcast, le 1er mois, du coup, j'ai fait mon chiffre, j'étais contente. Le mois d'après, hop, c'est redescendu comme un soufflet parce que forcément, j'ai rien sorti et j'étais pas dans une logique de régularité. J'ai mis quand même, je sais plus, je perds la notion du temps sans vous mentir, mais il me semble que j'ai mis 2 à 3 mois peut-être à réaliser qu'il fallait que je sois plus régulière que ça et qu'il fallait que je sorte plus d'offres que ça et que je sois beaucoup plus expansive sur mes offres que ça. Et ça, c'est l'erreur que j'aimerais que vous ne commettiez pas. Moi, j'ai un peu trop attendu pour mettre en place un planning de formation, de nouvelles formations. J'ai eu un creux à cause de ça et c'est dommage parce que je sais maintenant, avec ce que je sais, que si dès le départ j'avais maintenu des sorties régulières, par exemple une formation tous les 2 mois ou une formation par mois, j'aurais eu de meilleurs résultats que ça. Donc ne faites pas comme moi et mettez tout de suite en place un planning pour sortir régulièrement vos offres, même une fois les 90 jours passés. Et même sans faire ça, même juste là avec ce que je vous ai présenté dans ces 90 jours, je pense vraiment que c'est possible de vivre de son activité et de générer au moins un SMIC de cette manière-là. C'est pas très compliqué, c'est simple, il faut juste le faire et il faut juste ne pas perdre son temps sur des détails sans intérêt. Donc si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous avez besoin d'un plan d'action, de quelque chose d'un petit peu plus complet pour pouvoir vous lancer en perdant le minimum de temps, n'oubliez pas qu'il y a la formation Voie Royale qui sera supprimée définitivement ce dimanche, donc n'oubliez pas de cliquer dessus si jamais, de cliquer sur le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est une formation où je vous explique comment mettre en place ces actions-là et comment lancer votre business en 1 heure par jour en appliquant la loi de Pareto, c'est-à-dire la loi qui vous permet de travailler finalement sur les 20% d'actions qui vous rapporteront 80% des résultats. Si ça vous intéresse, c'est dans la barre de description. Et du coup, moi j'espère que ce podcast vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans les commentaires. Je sais que quand on se lance, on a plein de questions, on a plein d'interrogations, etc. Si je pouvais conclure ici en vous donnant le meilleur des conseils, c'est de ne pas perdre votre temps sur ce qui n'en vaut pas la peine. Encore une fois, je le sais, quand on se lance, on perd du temps précieux, vraiment du temps et de l'énergie précieuse à faire des choses qui ne servent à rien, mais absolument à rien. C'est-à-dire qu'on va passer 500 ans à bien fignoler notre homepage, ou comme je vous disais pour le lead magnet, on va passer 3 jours d'affilée, même 3 semaines sur le lead magnet à faire un e-book de 500 pages, etc. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas vraiment d'impact en fait, en tout cas n'ont pas un impact assez intéressant pour que vous y consacriez du temps, pour que vous gaspilliez finalement votre énergie là-dedans. Si vous voulez lancer un business et le rentabiliser rapidement, tout ce que vous avez à faire, c'est vous concentrer sur l'essentiel que je vous ai dit ici, c'est-à-dire lancer le blog, lancer des offres, faire en sorte que vos articles, vos contenus, votre chaîne YouTube, tout ça, ça redirige vers vos offres et surtout vers votre lead magnet, parce que encore une fois, la liste, c'est le cœur de votre business, et vous verrez que tout roulera comme sur des roulettes. Moi, je vous avoue que là, je suis littéralement en train de mourir de chaud puisque je ne vais pas allumer le rafraîchisseur d'air avec mon podcast allumé. Donc, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura aidé et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.